Bonsoir tout le monde, je suis ravie d'être là parmi vous, donc merci aux neuronautes pour l'invitation. Ce soir, je vais essayer de partager avec vous une petite partie des travaux de recherche qui se déroulent dans l'équipe du Dr Christelle Gonès à l'Institut de neurosciences de la Simone. Donc j'ai choisi d'intituler ma présentation Cerveau, cocaïne et copains, un trio pas si infernal que ça, parce que ce soir j'aimerais vous raconter, vous parler d'une partie un peu particulière de l'addiction qui est l'influence des interactions sociales et en fait à quel point le cerveau va venir moduler ces influences du contexte social. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit historique de ce qui s'est passé dans l'équipe en fait, alors très brièvement parce que sinon j'en aurai pour plusieurs heures, mais pour que vous puissiez comprendre en fait pourquoi on est naturellement venu en fait à l'étude des interactions sociales dans le contexte de la prise de drogue. Donc tout d'abord, en fait, qu'est-ce que l'addiction? Généralement, le parcours d'un toxicomane, ça va commencer par une prise de drogue, souvent dans un contexte assez festif, et c'est ce qu'on appelle l'usage récréatif. Donc cet usage récréatif, il va se faire dans un contexte social. Généralement, il va y avoir une prise répétée de cette drogue, et malheureusement pour certains individus, mais heureusement pas tous, cet usage récréatif en fait, va basculer vers une consommation compulsive et vers l'addiction. Donc en fait, la personne va consommer de plus en plus, va ressentir de plus en plus le besoin de consommer. Il va y avoir une recherche de la substance qui va être prioritaire par rapport à tous les autres comportements. Les personnes vont pouvoir faire des kilomètres pour aller chercher la substance de leur addiction. Et en fait, cette recherche de drogue et cette consommation va se faire en dépit de toutes les conséquences négatives. Donc la personne sait que c'est mal, elle sait que ça va avoir des conséquences négatives sur sa vie, mais malgré elle, en fait, elle va quand même rechercher et consommer cette drogue. Donc ce cycle de l'addiction, il est valable pour tous les types d'addiction. Donc souvent, quand on dit addiction, on pense drogue dure, cocaïne, héroïne, etc. Mais en fait, l'addiction, ça peut toucher vraiment plein de choses différentes. On peut être addict à la nourriture, on peut être addict à des activités comme le sport, comme le sexe. Enfin, vraiment, l'addiction, ça peut toucher plein de domaines différents. Et donc, ce cycle-là va se répéter, peu importe l'addiction concernée. Donc, maintenant qu'on voit un peu plus ce que c'est l'addiction et donc les différents critères de l'addiction, donc augmentation de la motivation pour la drogue, consommation compulsive, où est-ce que ça va se passer dans le cerveau? Donc, dans le cerveau, il va y avoir un système qui va s'appeler le système de la récompense. Donc, il va être sur le schéma juste après, qui est un schéma un peu compliqué, mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'était juste pour vous montrer la complexité de ce système. En fait, tout ça, ça va être toutes les structures cérébrales qui vont être impliquées dans ce système de la récompense. Ce sont des structures qui sont profondes dans le cerveau et qui vont toutes mettre en jeu une molécule que l'on appelle la dopamine. Donc cette dopamine, elle va être commune à toutes les addictions. Par exemple, on va consommer un carré de chocolat, on va avoir un pic de cette dopamine dans le système de la récompense qui va procurer une sensation de plaisir, et c'est ce plaisir-là qui fait que l'individu va rechercher à reproduire en fait les comportements qui lui ont procuré ce plaisir. Donc ça va marcher pour la nourriture, comme je vous disais, ça peut marcher pour la drogue, pour le sport. C'est un circuit qui va être, encore une fois, comme le cycle de l'addiction, qui va être commun à toutes les addictions qui existent. Mais si c'était si simple, ça serait trop beau. On sait quand même que certaines structures impliquées dans ce circuit vont avoir des actions différentes en fonction de la récompense, donc en fonction de l'objet, de la potentielle addiction. Et en fait, c'est sur une de ces structures-là que l'équipe du Dr Gonès travaille. Et donc une partie des recherches de l'équipe s'intéresse au fonctionnement du noyau subthalamique dans l'addiction. Donc comment faire pour étudier l'application de ce noyau subthalamique dans les différents critères de l'addiction? Ce qu'on va faire déjà, la première étape, c'est qu'on va équiper nos animaux, c'est un modèle de rat, on va équiper nos animaux avec un système qui va leur permettre de pouvoir prendre leur dose de drogue quand ils en ont envie. Donc c'est un petit cathéter qui va être implanté et l'animal va pouvoir ensuite appuyer sur un levier pour pouvoir s'auto-administrer sa drogue quand il en aura envie. Pour voir l'influence, pour voir l'importance en fait, du noyau subthalamique dans nos expériences, il va falloir qu'on vienne moduler son activité. Donc moduler comment? Soit par des lésions, donc on va venir vraiment supprimer le noyau chez les animaux, soit par des inactivations qui pourront être réversibles. Mais de cette manière-là, on va pouvoir voir si le noyau est impliqué
s'imbriquer ou pas dans nos comportements. Et enfin, la dernière étape, ça va être d'apprendre aux animaux différentes tâches comportementales qui vont modéliser les différents critères de l'addiction. Je ne vais pas vous raconter, enfin je ne vais pas vous expliquer toutes les manips sur tous les critères d'addiction, parce qu'encore une fois, on en aurait pour toute la soirée. J'ai décidé de me concentrer sur le premier critère, qui est l'augmentation de la motivation des animaux pour prendre de la drogue, et vous montrer l'influence du noyau subthalamique dans cette augmentation de la motivation. Comment on modélise ce premier critère d'addiction chez les animaux? On va apprendre à l'animal à appuyer sur un levier pour obtenir une récompense. Ça, c'est assez simple. Et ensuite, petit à petit, on va demander à l'animal d'augmenter l'effort qu'il va fournir pour obtenir la même récompense. Donc, d'abord, il appuie une fois, il a une récompense. L'étape d'après, il va devoir appuyer 5 fois pour obtenir la même récompense, etc., etc. Donc, on va lui demander de toujours augmenter son effort pour obtenir la même récompense. Au bout d'un moment, un peu comme nous, l'animal va dire c'est bon, j'en ai ras-le-bol, il va s'arrêter de travailler et c'est son point limite qui sera atteint, et c'est à ce moment-là qu'on pourra mesurer le niveau de motivation que l'animal a pour tel ou tel type de récompense. Et ça peut être assez incroyable, puisque par exemple pour la cocaïne, les animaux vont être prêts par exemple à appuyer en moyenne 160 fois sur un levier pour obtenir une seule injection de cocaïne. Donc c'est des efforts qui sont quand même assez énormes, alors que pour obtenir une boulette de sucre, les animaux en moyenne s'arrêtent d'appuyer au bout de 30 à 35 appuis. Donc il y a vraiment de grosses différences en fonction de la récompense promise. Là où le noyau subthalamique va jouer un rôle hyper important dans l'augmentation de la motivation pour la drogue, c'est qu'il va venir moduler de manière différente la motivation selon le type de récompense. Ici, vous avez un graphe qui vous représente le nombre de récompenses, donc ici de récompenses alimentaires, que des animaux sains, donc des animaux avec un noyau subthalamique normal, vont pouvoir obtenir. Et une fois qu'on inactive, qu'on éteint le noyau subthalamique, on se rend compte que les animaux vont être plus motivés pour la nourriture, puisqu'ils vont pouvoir obtenir ils obtiendront plus de récompenses alimentaires. Donc c'est des animaux, une fois qu'ils ont plus de noyau subthalamique, ils vont plus travailler pour obtenir des petites boulettes de sucre. Et là où c'est super intéressant dans notre contexte, c'est qu'on a l'effet complètement inverse pour la cocaïne. Donc ici, vous avez le nombre moyen de récompenses, injections de cocaïne que les animaux obtiennent lorsqu'ils ont un noyau subthalamique intact. Et on se rend compte qu'une fois qu'on vient inactiver ce noyau subthalamique, on va avoir une diminution de la motivation des animaux à prendre de la drogue. Et si on pense en termes cliniques, c'est quand même un résultat hyper intéressant, puisque chez les patients toxicomanes, ce qu'on veut, c'est d'aller spécifiquement diminuer la motivation à prendre de la drogue. On n'a pas envie d'aller leur inactiver une structure qui leur étendrait tous les types de motivation et qui en fait des légumes. Et là, avec le noyau subthalamique, on s'est dit, c'est génial, on a quelque chose qui va spécifiquement aller diminuer la motivation à prendre de la drogue, sans forcément aller impacter les autres types de motivation. Donc, vous voyez en fait que le noyau subthalamique, c'est une cible thérapeutique assez intéressante pour l'addiction. Mais comme je dis cible thérapeutique, ça implique quelque chose d'invasif, parce que comme je vous l'ai dit, le noyau subthalamique, c'est une structure cérébrale profonde. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait aller opérer les patients et leur implanter quelque chose dans le cerveau pour pouvoir moduler l'activité de ce noyau. Alors c'est quelque chose qui se fait, puisque chez les patients parkinsoniens, ce type de chirurgie se pratique assez couramment. Mais nous, dans notre raisonnement scientifique, on s'est demandé si on ne trouverait pas peut-être une solution pour venir moduler la prise de drogue, mais de manière non invasive. Et donc, naturellement, on s'est orienté vers l'étude des interactions sociales. Je vous le disais en début de talk, en fait, souvent les premières prises de drogue se font dans un contexte social, et je pense qu'on a tous fait, on le sait tous, hein, on prend plus facilement un verre d'alcool quand on est à l'apéro avec des copains que seul chez nous. Donc on s'est dit, bon, comme c'est vrai que la prise de drogue se fait déjà naturellement dans un contexte social, ce contexte social va forcément avoir un effet sur notre prise de drogue. Donc comment on étudie comment on va faire en fait pour étudier l'influence de ces interactions sociales sur la prise de drogue? Comme précédemment, on équipe nos animaux d'un cathéter pour qu'ils puissent prendre leur dose de cocaïne. Toujours pareil, on va venir manipuler l'activité du noyau subthalamique. Donc on aura un groupe de rats avec un noyau subthalamique intact et un groupe de rats avec un noyau subthalamique qui va être éteint. Et ensuite, on va mettre
le rat en condition de prise de drogue. Donc, je vous montre dans ce genre de dispositif. On a ici le rat qui va être à ce niveau-là, qui va pouvoir appuyer sur un levier, être connecté et recevoir sa dose de cocaïne. Et dans le compartiment ici, juste à côté, on va venir mettre un autre rat, donc on considérera comme observateur. Et ces deux rats en fait, vont être séparés par un grillage. C'était un choix réfléchi de notre part, puisqu'on voulait que les deux rats puissent communiquer, s'entendre, puissent aussi se sentir et aussi peut-être même se toucher à travers le grillage. Donc on a deux animaux qui sont en contact, en unité certes, puisqu'il y a un grillage, mais qui sont quand même en contact et qui peuvent communiquer. Donc ça, c'était notre tout premier dispositif expérimental pour l'étude des interactions sociales dans l'équipe. Je savais qu'il y aurait des bugs de présentation, c'est pas grave. Donc, notre animal d'abord va être seul, il va apprendre à s'auto-administrer parce que c'est pas un comportement naturel. Une fois qu'il aura bien acquis ce comportement, on va lui mettre la présence d'un observateur, comme je vous l'ai dit, et cet observateur peut être de deux types. Donc pour les fans de Ratatouille, Rémi, ça va être un observateur qui va être familier, donc quelqu'un qui le rat connaît, et typiquement ça va être l'autre rat avec qui il vit à l'animalerie en fait. Et dans une deuxième condition, on va mettre la présence d'un rat qui va être étranger. Voir si la familiarité de l'observateur va pouvoir moduler de manière différente la prise de drogue. Et donc qu'est-ce que ça donne? Donc ici, vous avez le nombre moyen d'injections de cocaïne que les animaux s'injectent. Donc, dans un premier temps, à gauche du graphe quand ils sont seuls, et ensuite à droite du graphe quand ils sont en présence d'un observateur, mais tout type d'observateur confondu. Dans cette partie-là des résultats, on ne distingue pas famille et étranger, c'est tous les observateurs confondus. Donc en pointillé, vous avez les animaux avec un noyau subthalamique normal, et en ligne pleine, ce sont les animaux avec un noyau subthalamique éteint. Et en fait, ce qu'on se rend compte lorsqu'on met la présence d'un observateur, c'est qu'il y a une diminution importante de la prise de drogue uniquement chez les animaux lésés. Mais encore une fois, dans cette partie-là des résultats, tous les observateurs sont confondus. Donc on s'est dit, on va peut-être aller creuser et séparer nos animaux avec les observateurs familiers versus les observateurs étrangers, et peut-être qu'on verra un effet. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et en creusant un peu plus, donc là, ici vous avez les résultats qui concernent les animaux contrôle, donc avec le noyau subthalamique normal. Et en fait, on se rend compte à gauche du graphe ici que lorsque le rat est en présence d'un observateur étranger, il va y avoir une forte diminution de la consommation de drogue, alors qu'à droite du graphe, lorsqu'il est en présence de son copackage, il ne va pas y avoir de modulation de la prise de drogue. Donc c'était un résultat intéressant pour nous, parce qu'on s'est dit, en fait, la familiarité de l'observateur, et en fait, selon la personne avec qui on interagit, ça va avoir une influence différente sur la prise de drogue. Ces résultats-là ont été répliqués chez l'homme, alors pas de manière invasive forcément, mais pendant cette étude-là, on travaillait avec des épidémiologistes qui ont fait passer des questionnaires à des toxicomanes. Et dans ces questionnaires, on leur demandait avec qui ils avaient l'habitude de consommer. C'est des questions sur leurs habitudes de consommation. Et en fait, on s'est rendu compte exactement des mêmes résultats. C'est que les toxicomanes disaient prendre évidemment moins de drogue en présence de personnes qu'ils ne connaissaient pas. C'est des résultats qui paraissent peut-être assez évidents, mais qui n'avaient pas forcément été mis en évidence et qui surtout ont été pour nous super intéressants dans le sens où ils allaient en faveur de l'ouverture de salles de shoot, puisque dans les salles de shoot, le personnel soignant, c'est des gens qui ne connaissent pas forcément les toxicomanes. On s'est dit qu'en fait, voilà, c'est un argument en faveur de ça. Et d'avoir un personnel soignant qui est inconnu du toxicomane, ça va déjà de manière naturelle le pousser à moins de consommer. Donc ça c'est pour nos animaux contrôle, et lorsqu'on rajoute la lésion du noyau subthalamique, donc l'inactivation du noyau subthalamique, qu'est-ce que ça donne? Sans surprise en fait, une fois que le noyau subthalamique est éteint, on a une grosse diminution de la prise de cocaïne, mais cette fois-ci, peu importe le type d'observateur, que ce soit un observateur familier à droite ou un observateur étranger à gauche, on va avoir une diminution de la prise de drogue des animaux. Donc ça, c'était, comme je vous disais, le tout début en fait, du travail des interactions sociales dans le laboratoire. Depuis, ça s'est vraiment développé. Et une des questions qui émanait de ce projet, c'était ok, donc la présence physique d'un observateur, ça va avoir un effet sur la consommation de drogue, mais qu'est-ce qui, dans cette présence physique, en fait, qu'est-ce qui est responsable de cette diminution de drogue? Est-ce que c'est leur communication vocale? Est-ce que c'est parce qu'ils s'envoient des messages olfactifs? On a cherché à comprendre ce qui se passait, et on a commencé par disons le facteur le plus évident pour nous, c'était la communication orale entre les animaux. Il
faut savoir que les rats sont des animaux extrêmement sociaux et ils communiquent entre eux par ce qu'on appelle des vocalisations ultrasoniques. Donc c'est des vocalisations qui sont inaudibles pour l'homme parce qu'elles sont dans des fréquences trop hautes. Mais les rats communiquent entre eux comme ça, et il a été mis en évidence deux types de vocalisations chez les rats. Donc les premières, qui sont des vocalisations dites négatives, elles sont dans les basses fréquences des ultrasons. Et en fait, elles sont censées représenter un état émotionnel négatif chez l'animal. Et il a été montré qu'elles ont été émises en conditions d'alerte, en conditions de stress. Pas forcément en conditions de douleur, puisque pour ceux qui travaillent sur des modèles animaux, vous savez, le rat, quand il a mal, on l'entend, il passe dans le fil. Mais ces vocalisations négatives, en fait, elles sont plutôt émises dans des conditions d'alerte et de stress. Et donc, on a nos vocalisations négatives versus des vocalisations que l'on dit positives, qui sont émises dans les hautes fréquences et qui, elles, à l'inverse, vont refléter un état émotionnel positif. Il y a des papiers assez marrants qui montrent que lorsqu'on chatouille les rats, ils émettent ce type de vocalisation. Donc voilà, c'est des vocalisations qui sont liées au jeu, qui sont liées au plaisir. Donc, maintenant qu'on sait que les animaux communiquent entre eux et on sait comment ils communiquent entre eux, on s'est demandé si peut-être est-ce qu'on peut remplacer la présence physique uniquement par ces vocalisations, est-ce qu'on retrouverait les mêmes résultats sur la prise de drogue. Donc ça, c'est le travail de Cassandre Viel et Christian Montanari qui travaillaient dans l'équipe. Et donc ils ont appris aux rats à travailler, donc appuyer sur un levier pour obtenir de la cocaïne, toujours pareil. Mais cette fois-ci, le rat est seul dans la cage et au moment de l'auto-administration, on va lui jouer un playback de vocalisation soit positive, donc 50 kHz que vous voyez ici, soit des vocalisations négatives en rouge. Et en fait, ces vocalisations vont venir de deux types de rats, soit des rats familiers, soit des rats étrangers. Donc on a pu aussi, dans cette expérience-là, faire la différence entre la familiarité et la provenance de l'ultrason. Et donc là, vous avez les résultats de l'expérience. Donc, ce que cette expérience a montré, de manière assez intéressante, c'est qu'on observe une diminution de la prise de cocaïne uniquement dans cette condition-là. Et quelle est cette condition? Cette condition, c'est le playback du ultrason positif. Donc les animaux vont moduler leur prise de coke dans le sens de la diminution uniquement quand ils entendront des ultrasons positifs. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est uniquement quand ces ultrasons proviennent d'un rat étranger. Donc c'est l'émission d'ultrasons positifs de rats étrangers qui va faire diminuer la prise de cocaïne des animaux. Donc, encore une fois, si on pense en termes cliniques, et c'est ce qu'on essaie de faire assez souvent, en fait, ces résultats ils nous ont sauté aux yeux parce qu'on s'est dit, mince, toutes les campagnes de prévention, vous les connaissez, c'est que des messages négatifs, c'est fume et tue, tu t'es vu quand tu as bu, c'est à chaque fois qu'on renvoie aux gens uniquement un message négatif, alors que là, clairement, ces résultats montrent que peut-être il faudrait changer cette campagne de prévention et plutôt d'essayer de trouver des messages positifs à envoyer aux gens pour les dissuader et leur faire éviter de commencer à prendre de la drogue. Donc pour conclure, ce qu'on a montré en fait dans ces travaux de l'équipe du Dr Bonnet, c'est que déjà, à lui tout seul, le contexte social va être capable de moduler la prise de cocaïne. Et c'est assez important pour nous en termes de prise en charge des patients, parce qu'on pourra prendre en charge un patient, par exemple, de manière médicamenteuse ou de manière chirurgicale, mais si à côté, en fait, on ne prend pas en charge son contexte social, si on le laisse dans le même environnement social, si on ne l'aide pas à changer son interaction sociale, ça ne va pas forcément aboutir à un succès. Et il faut peut-être, en parallèle de toutes les thérapies qui existent, aussi agir sur l'influence du contexte social et se servir de ces résultats-là en termes cliniques. Pareil pour les résultats sur les ultrasons, ce que je vous ai expliqué, c'est que voilà, on a montré l'importance des messages positifs dans la prise en charge des patients. Et en plus de tout ça, on a toujours un rôle important du noyau subthalamique, puisque une fois que le noyau subthalamique est éteint, on a toujours une diminution importante de la prise de coke. Je vous remercie.